Bonjour à tous. Voilà, donc aujourd'hui première vidéo de la chaîne RVGM. Donc là il y en a qui vont me dire mais comment ça première vidéo? C'est pas la première vidéo que tu fais. Alors donc du coup première vidéo de la chaîne, nouvelle chaîne officielle. Voilà, puisque du coup RVGM existe depuis un petit moment. Si jamais on va sur voir un petit peu ce qu'est RVGM, donc c'est déjà une chaîne YouTube. Sauf que si vous regardez bien, la chaîne YouTube, en fait, elle a mon nom. En fait, j'étais parti sur ma chaîne perso. Voilà, sachant que j'avais pas du tout prévu de faire une chaîne qui dure, etc. C'était juste pour partager des vidéos, parce que mettre des vidéos sur le net, le plus simple au jour d'aujourd'hui, c'est YouTube. Hop, on upload, on partage le lien et hop, c'est parti. Après, moi je l'ai utilisé donc pour RVGM, pour le musée du jeu vidéo, et petit à petit, de fil en aiguille, je m'en suis servi de plus en plus. Et là, au jour d'aujourd'hui, j'aimerais bien récupérer du coup ma chaîne YouTube perso pour mes vidéos perso, et avoir la chaîne RVGM pour tout ce qui est RVGM. Donc RVGM, qu'est-ce que c'est? C'est tout simple, donc du coup c'est une chaîne YouTube où il va y avoir un tas de choses, comme il y avait déjà, mais plus souvent et mieux. Donc il va y avoir des catégories, sur RVGM, comme il y avait déjà le thème, donc voilà le thème RVGM du coup, qui a un guide officiel, qui est le thème qu'on a créé par rapport donc, au projet de musée de rétro gaming qui tourne aujourd'hui sous Batocera ou Retrobat ou Emuelec, sachant que voilà, moi je suis plus utilisateur de Batocera puisque c'est une solution clé en main. Vous voyez, c'est un truc que vous avez juste à installer sur une clé USB, une micro SD, ce que vous voulez, tac, vous démarrez, et que ce soit un PC, un Raspberry Pi 3, un Odroid N2+, une console portable, ouais j'en ai une, parce que vous voyez les Pi 3 maintenant, il y en a, ils sont là-dedans, ou un PC, ou ce genre de console, vous voyez. Donc l'avantage d'avoir Batocera, c'est que voilà, on peut l'installer partout, c'est all-in-one, on n'est pas limité à un seul support, et du coup après ça permet d'avoir via Emulation Station un menu homogène qui va être le même sur toutes les bécanes. Bon, après sur une portable on peut s'amuser à designer un menu prévu pour un affichage plus petit évidemment, qui va reprendre tous les systèmes du musée qu'on essaie de créer, puisqu'on veut faire un musée virtuel du jeu vidéo qui va comprendre tous les systèmes possibles et existants, à part vraiment les trucs qu'on sait qu'on jouera jamais sur une télé, qui sont vraiment inutilisables. Tout comme au niveau des jeux, on fait des sélections de jeux, on met pas tous les jeux, ça n'a aucun sens de faire, en tout cas à notre sens à nous, de faire des full sets, d'avoir des milliers de jeux, 1600 jeux Super Nintendo, on n'y jouera jamais, il y en a plein, ils sont complètement imbitables, injouables, en japonais on n'y comprend rien, ou alors c'était de toute façon des mauvais jeux d'époque. Donc on sélectionne les meilleurs jusqu'au moyen jeu, quelques nuls des fois parce qu'ils sont iconiques et c'est important, et après on rajoute tout ce qui est traduction française et anglaise des jeux japonais, puisque du coup ça y est, on a la chance maintenant de pouvoir jouer à des jeux qui n'étaient pas jouables d'époque. On rajoute les bons hacks, donc un hack pour nous c'est pas prendre Street of Rage et lui rajouter, remplacer les personnages par les Tortues Ninja, ça non, c'est un hack qui n'a vraiment aucun intérêt. Par contre un vrai hack, ça va être je sais pas, un Mario 64 où ils ont activé le code caché de Nintendo qui n'a jamais été exploité, qui permet de jouer à Mario 64 à deux. Et au fil des hacks, en plus il y a eu une gestion du zoom de la caméra, de l'écran partagé, etc. Un vrai hack, ça va être une nouvelle aventure de Zelda, comme Zelda Parallel Worlds, qui est le plus connu sur Super Nintendo, où c'est carrément un nouveau jeu. Donc voilà, on rajoute les hacks, et après on rajoute les Ombros, et donc les Ombros gratuits et les Ombros payants. Donc les Ombros gratuits, c'est il y en a des tonnes qui sortent chaque année parce qu'il y a des concours annuels de codage sur Commodore 64, ZX Spectrum, Amiga, Atari ST, etc. Donc déjà plein de bons jeux qui sortent à ce moment-là. Pareil sur la NES d'ailleurs, il y a des super jeux qui sortent sur NES. Et après il y en a qui sortent de manière un peu plus commerciale, on va y dire, qui sont mis après à dispo sur Steam pour certains, sur Itch.io.
sur GOG des fois, enfin voilà, sur d'autres systèmes. Et ceux-là, ils sont payants, donc nous, on les achète. Du coup, on ne les partage pas. Par contre, évidemment, on ne partagera jamais un truc payant. On partagera un Homebrew à la limite, mais pas un vieux jeu d'origine ni un nouveau jeu qui du coup est payant. Mais par contre, on s'attelle à faire à chaque fois les médias, les textes, etc. Voilà, pour que ça soit péchu et que ça reste dans le thème de ce qu'on fait. Et du coup, tout ça c'est expliqué à la fois sur la chaîne YouTube, qui du coup déménage sur une chaîne dédiée, et sur le Facebook dédié qui lui existe déjà, où il y a déjà à chaque fois les news, les nouveautés, tout ce qu'on fait. Voilà, là on avait commencé à sortir au moment où je fais la vidéo des packs open board. Sinon on explique voilà, quand on a fait le pack Beast of Rage, comme je travaille aussi avec Retrovision, bon, quand on sort des vidéos Retrovision, quand on a fait un pack Scum VM, un pack Creativision, l'intégration de magazines aussi au niveau du musée, etc. Donc voilà, tout ça on l'explique. Donc par contre après le musée n'est pas dispo au grand public au jour d'aujourd'hui, il le sera un jour c'est sûr. Pour l'instant il est réservé aux membres, donc membres, il suffit de nous demander, de nous dire qu'on a envie de nous aider pour avancer le projet, et du coup comme on en fait partie on y a accès forcément pour nous aider à travailler dessus. Voilà, donc c'est le cadeau en fait, quand vous vous aidez à mettre des jeux pour faire les sets, à trouver les jaquettes ou à retoucher les jaquettes avec Photoshop si vous savez, ou si vous savez pas, juste remplir des fichiers Excel qui génère après les game lists pour rentrer le résumé, la date de sortie, l'auteur, machin, etc. Voilà, on refait un peu le travail finalement qu'on peut scraper en partie sur Screen Scrapper par exemple, sauf que personnellement voilà, j'aime pas ce qui est sur Screen Scrapper puisqu'il y a quand même beaucoup d'erreurs. Parce qu'ils ont scrappé automatiquement des sites pour avoir beaucoup de stuff à fournir rapidement, sauf que du coup quand vous arrivez sur un Zelda Super Nintendo et que vous voulez être un jeu d'aventure action, il est tagué, je dis n'importe quoi mais je crois que c'était vraiment ça, genre un jeu de foot, ça pique, puisqu'après le but dans Emulation Station c'est de pouvoir trier par filtre ces jeux. Le nombre de players est ultra souvent faux chez eux, alors que chez nous du coup on s'attelle à avoir le vrai nombre, si c'est un 2 players, un 3 players, un 4 players, et après on rajoute la petite feature qui fait toute la différence, si c'est du 2 players coopératif, si c'est du player versus, si c'est du alternatif, puisque du coup si un jeu, moi quand je veux jouer avec ma fille par exemple, elle veut du coop, elle veut pas du versus, donc ça lui sert à rien que ES nous sorte tous les jeux de 2 players, en vrai ça veut rien dire, ou quand... donc du coup on a besoin de savoir les jeux 2 joueurs coop, et elle en plus à l'époque où elle savait pas lire, maintenant elle sait lire, mais vous voyez en plus voilà, dans le thème on a fait tout un système d'icônes, et du coup quand elle va chercher du coop, elle va chercher un jeu, il y aura marqué le 2 et à côté le cœur, et elle sait qu'elle va pouvoir jouer avec papa, etc. Parce que c'est le but du musée aussi, c'est pas de faire des collections bêtes et méchantes de jeux, c'est de faire des collections ready to use, quoi. Vous lancez le jeu, tac, vous y jouez. Il n'y a rien à faire. S'il y a un key mapping à faire, il est fait. S'il y a une configuration à faire particulière pour le son, quoi, c'est fait, etc. Pour les résolutions, pour tout. Voilà. Si jamais après je suis par exemple avec mes 3 enfants et qu'on veut se faire un battle, un Bomberman, voilà, on sait qu'il va être dans 2 ou 4 players versus. Et quand c'est du alternatif, c'est bien pour spécifier que le jeu est 2 players par exemple, mais qu'en vrai il est simple player. Alternatif, ça veut dire chacun son tour. Donc à part de faire un concours de score, ça a peu d'intérêt. Et après on a même créé d'autres icônes qui permettent vraiment de définir si dans le musée le jeu il va être jouable à la Wiimote. Parce qu'il y a des jeux, les jeux oui, mais il pourrait y avoir en tout cas ce type d'accessoires sur d'autres machines. En tout cas ceux qui ont le light gun par exemple, finalement en émulation en tout cas c'est qu'il faut une Wiimote, voilà, avec une Wii Bar. Les jeux où il faut clavier souris obligatoire, il y en a quelques-uns, parce que dans les jeux Scum par exemple, je l'ai mis à certains, il faut le clavier. Si on n'a pas clavier, on peut pas taper les textes, et certains vieux jeux textuels, il faut taper les textes pour poser les questions, etc. Donc là on arrive dans sa game list, on se balade, on voit qu'il y a marqué un joueur clavier, si on n'a pas de clavier sous la main, on passe son chemin, on n'y joue pas. C'est voilà, du coup c'est clair et explicite. Et après pareil pour les jeux qui se jouent en réseau, il y a les jeux qui se jouent en link, donc ça du coup pour les jeux Game Boy, etc. Maintenant on a un émulateur qui affiche les 2 jeux link l'un à côté de l'autre sur un même écran 16:9, donc là c'est bon, c'est jouable.
mais ça serait un jeu Link, je sais pas, ça n'existe pas, mais je dis n'importe quoi. Enfin, sur la Lynx, si par exemple. Mais genre, mais la Lynx, il n'y a pas d'émulateur qui affiche 2 émulateurs côte à côte, etc. Là aujourd'hui, au jour où je parle, début 2022, bon, on sait que si le jeu il est 2 player Link, en vrai il est 1 player. Ça, de facto, comme ça, du coup, on comprend. Et après, les jeux network, eh ben, du coup, ça c'est plus pour des jeux DOS, par exemple, avec DOSBox, où on va pouvoir vraiment jouer en réseau. Et là, du coup, c'est possible en tapant l'IP des différentes machines. Ça, Batocera le fait pas à votre place, en tout cas pas au jour d'aujourd'hui, ça serait trop compliqué. Les jeux online, bon ben ça va être beaucoup plus compliqué, hein. Les anciens jeux online, je pense à Warcraft 2, etc. En plus il fallait un serveur Battle.net, etc. Donc là c'est mort, hein, c'est pas jouable. Donc on sait qu'on va pas y jouer en réseau, on sait que le jeu il est 4 players Warcraft online, mais du coup ça ne sert à rien. Par contre sur certains jeux Wine récents, puisque du coup il y a Wine aussi dans Batocera, donc ce sont des jeux Windows, le net est accessible au jeu. Donc si c'était un jeu online gratuit, qui demande pas un serveur payant, ou à la limite si vous avez payé en tout cas l'accès au serveur, bon bah vous savez quoi, là, vous pouvez faire votre jeu en online. Voilà. Donc ça c'est le côté RVGM, le musée. Après RVGM c'est pas que ça, c'est aussi déjà au jour d'aujourd'hui des tutos. Donc souvent j'ai fait des tutos Photoshop où j'explique comment on fait certains découpages de titres, des découpages d'images, des découpages de sprites, des retouches de couleurs ou autres pour les autres membres en fait de la team et qui ne savent pas faire et qui auraient besoin de faire telle ou telle action. Bon, du coup je fais un tuto YouTube, comme ça c'est expliqué, c'est en images, c'est simple, c'est en français du coup pour nous et on le perd pas, il est accessible. Après qu'est-ce qu'on a eu fait là, bon il y aura une partie partage aussi, donc du coup de ce qu'on peut partager, puisqu'il n'y a pas de problème de copyright. Donc là actuellement ce sont des jeux par exemple open board qu'on partage, mais ça pourrait être juste le patch d'un hack ou d'une traduction, ça il n'y a pas de problème de copyright là-dessus. Et donc en parlant d'open board, au niveau de la team on s'est mis aussi maintenant à la création de jeux, puisqu'on aime tellement le rétro, tant qu'à faire autant essayer de créer des jeux typés rétro comme ceux qu'on achète. Donc là on est parti sur le moteur open board au jour d'aujourd'hui, puisqu'il est facile à appréhender, à utiliser, il nous permet de toute l'attitude au niveau de la créativité. Et donc du coup on va partager les infos sur les jeux qu'on est en train de créer et après du coup partager effectivement complètement les jeux. Et comme les jeux open board, etc., et tout ce qu'on partage à chaque fois on le fournit avec les game lists, avec les médias, des jaquettes, les logos, les vidéos preview, etc. Voilà, on essaie de fournir un travail complet. Et après, je pense faire dans l'année, là, 2022 aussi, des tutos open board pour commencer à expliquer aussi simplement comment créer son propre jeu. Puisqu'il n'y a pas vraiment de tutos open board sur internet, ou très très peu en vidéo, soit en anglais, soit en brésilien. Voilà, et du coup ça paraît compliqué, etc. Alors qu'en fait avec un peu de pratique et un tuto explicatif, il y a moyen de commencer à se créer des petits jeux simples et puis petit à petit de plus en plus compliqués, en récupérant les scripts aussi d'autres auteurs, puisqu'on se partage les scripts entre nous pour rajouter des fonctionnalités au moteur de base. Voilà, donc tout ça c'est open board, tout ça c'est l'esprit du jeu vidéo rétro comme on l'entend. Donc bon, rétro en vrai ça veut rien dire, puisque du coup comme régulièrement de nouveaux émulateurs sortent et que le temps passe, le rétro aujourd'hui il va même jusqu'à la Xbox 360 et la PS4 qui a été intégrée à Batocera aussi, puisque ce sont des consoles qui sont mortes, donc on peut considérer rétro. Moi j'ai eu la 360, j'ai adoré y jouer, c'est la dernière vraie console que j'ai achetée et à laquelle j'ai joué. Après maintenant du coup je reste vraiment sur du rétro, donc du coup elle est devenue rétro aussi, donc voilà, c'est pour moi c'est du rétro. La Xbox 1 qui est aussi du rétro pour moi, parce que c'est quand même de la vieille 3D, c'est là où j'ai commencé mon menu, mon musée RVGM, et à l'époque il s'appelait XVGM du coup, puisqu'il était sur Xbox, puisque c'était une console qui une fois switchée permettait de totalement la custom, et du coup c'était vraiment une boîte, bon c'était gros, mais du coup pour l'époque c'est ce qui est le plus petit qu'un PC, où on pouvait mettre son musée avec tous ses jeux, de ses émulateurs, de ses consoles préférées, etc. jusqu'à en gros la PlayStation 1. Plus que la PlayStation 1, la Xbox n'était pas capable de gérer. Et donc du coup, j'ai pas... Le jour où vous voyez, dans les vieilles vidéos, vous voyez, de mon mur, on voit qu'à l'époque je faisais un menu vidéo
pour la Xbox. Et du coup, la Xbox s'arrêtant à la PS1, le jour où ils ont sorti le Raspberry Pi 3 qui la gérait mieux, qui gérait mieux la 64, etc., bon, on a basculé sur Pi 3. Avec RetroPie à l'époque, puisque du coup c'était le seul menu qui nous plaisait bien, Recalbox étant en tout cas à nos yeux trop fermé, trop cloisonné, un peu comme du Apple quoi. L'année d'après ou 2 ans après, on a découvert Batocera et de là on a basculé sur Batocera qui est beaucoup plus ouvert et avec qui du coup on travaille aussi, que l'on peut facilement aider à faire progresser, améliorer les émulateurs, l'interface, etc. Et du coup pareil sur la chaîne. Il y aura sûrement aussi des tutos Batocera où je vais expliquer par rapport à ce que je connais bien du système que moi-même j'ai aidé à mettre en place, les customisations de comment on peut améliorer en tout cas son Batocera visuellement, faire ses réglages, jouer online, etc. Et il y aura toute une partie aussi après thème Batocera puisqu'on a créé le nôtre, donc du coup je sais comment on crée un thème et donc du coup expliquer comment créer un thème, les bases. Du timing quoi, parce qu'en vrai c'est pas très compliqué, ça le devient un petit peu après si vraiment on veut organiser les choses, faire plein de vues différentes et si on veut aussi mettre des animations, parce que maintenant l'Emulation Station codé par Fabrice qui est dans Batocera, Retrobat, etc. il permet de scripter des animations avec des sprites, donc c'est génial, ça permet d'avoir un rendu de ouf, bien meilleur que finalement que ce qu'on peut faire avec du Hyperspin et autres qui en plus est compliqué à coder, compliqué à t'aimer, en plus ça utilise du flash, etc. Enfin voilà, c'est assez archaïque. Donc là, maintenant on peut faire des trucs super bien sur ES. Donc voilà, on va essayer de vous expliquer tout ça. J'espère que la chaîne va vous plaire, j'espère que vous allez vous amuser avec. Personnellement, je n'ai pas la prétention voilà, de devenir youtubeur professionnel, etc. Ça m'intéresse pas, ce qui m'intéresse c'est les projets que je mène. Et du coup, le YouTube me permet et me paraît d'être une bonne manière de s'exprimer, de partager, faire connaître notre travail et du coup nous a permis via Discord etc de rencontrer de nouvelles personnes qui se sont greffées à l'équipe, qui ont bien voulu nous aider etc et nous permettre d'avancer. Voilà. Sur ce, passez une bonne fin de journée ou de soirée selon quand vous regardez la vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.